Appelez ça de la débilité crasse ou de la culture de l'instant, mais plus le temps passe, et surtout après le Grand Prix d'Imola qu'on vient de vivre, eh bien moins je le sens pour McLaren dans le cadre du championnat pilote. Bonjour ma chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors je suppose que vous l'aurez compris, à mon ton, on n'est pas parti sur une chronique habituelle, avec une écriture précise, etc., comme j'ai l'habitude de le faire, puisque tout simplement je suis en vacances, en tout cas c'est ce que je vous avais expliqué à la fin du Grand Prix, de la chronique du Grand Prix de Miami, et donc je n'avais ni le temps ni l'envie, je dois avouer, de faire une chronique chiadée de bout en bout. C'est pour ça que je vous propose juste quelques petites réactions suite à ce Grand Prix d'Imola. Je voulais pas louper quand même ce débrief parce que j'ai trouvé que le Grand Prix était assez exceptionnel, mine de rien. Moi, c'est typiquement le genre de course que j'affectionne particulièrement. Et dans l'ensemble, le week-end a été très bon puisqu'on a vu une séance de qualification à rebondissement. Et je ne parle pas des crashs en réalité. Je parle plus des ultimes instants de la Q2 et de la Q3 qui sont avérés très intéressants. Et puis la course qui, je trouve, a proposé un combat assez intéressant, que ce soit stratégique, que ce soit même roue contre roue. On a eu des passes d'armes assez intéressantes. Donc je voulais revenir tout simplement avec vous sur quelques points de ce week-end de Grand Prix qui m'avait plu. Alors on le sait, hein, Imola et plus généralement le retour en Europe en Formule 1, c'est synonyme d'apport d'évolution pour les écuries. Et on en a vu pléthore ce week-end. Aston Martin notamment est arrivé avec un énorme package d'évolution. De 7 évolutions différentes, plus ou moins majeures d'ailleurs, je crois notamment sur le fond plat. Mercedes est arrivé avec un nouveau capot moteur, on a vu Red Bull avec de nouveaux pontons, tout comme Racing Bulls. On a vu Ferrari retravailler sa suspension et apporter un aileron arrière spécifique pour Imola. Donc voilà, on a eu tout un défilé d'upgrades aérodynamiques pour permettre aux écuries retardataires de revenir un peu dans le match. Le problème, c'est qu'il m'a semblé que finalement Imola avait été un petit peu un trompe-l'œil et que ce qu'on a vu le samedi comme le dimanche n'était pas forcément, en termes de classement, le résultat de la bonne efficacité ou de l'inefficacité de ces évolutions. Le samedi, pendant la qualification, je pense que la hiérarchie était beaucoup plus représentative de la compréhension ou de l'incompréhension de ce fameux pneu C6 qui a été introduit à Imola, donc une gamme extrêmement tendre que les écuries n'ont pas très bien maîtrisée, il faut dire les choses comme elles sont, et qui ont donné, je pense, quelques anomalies au-delà de l'efficacité de certaines monoplaces. Je pense que ça a permis notamment à Williams de très bien figurer en Q2, alors qu'ils ont un petit peu lâché en Q3 justement parce qu'ils avaient fait un tour de chauffe un petit peu trop rapide avec cette gomme tendre C6. Je pense que ça a aussi permis à Aston Martin de très bien figurer en Q2 pour passer aisément en Q3, parce qu'en Q2, Alonso et Stroll avaient fait leur tour en médium, contrairement à d'autres écuries qui étaient tout de suite plus en difficulté dans les softs, mais qui ont quand même tenté l'aventure. Je pense à Ferrari, qui n'ont pas passé la Q2 tout simplement avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Donc voilà, dans l'ensemble, je ne pense pas que la qualification ait vraiment révolutionné la hiérarchie. Par contre, l'introduction de ce pneu C6 a donné un petit peu un zeste d'incertitude, une inconnue à l'équation et qui a rendu certaines écuries plus compétitives qu'elles ne le sont sur le tableau. Je pense à Williams et Aston Martin, et d'autres écuries moins compétitives que ce qu'elles sont en réalité. Je pense notamment à Ferrari, même si on sait que de toute façon, depuis le début de la saison, Ferrari lutte dans l'exercice de la qualification. Et puis en course, en fait, on constate que le rythme intrinsèque des monoplaces n'a pas vraiment pu s'exprimer parce que, comme d'habitude, il y avait beaucoup de dirty air, parce qu'il y avait beaucoup de stratégies avec des pilotes qui se sont arrêtés très tôt, qui ont dû remonter le trafic, comme par exemple Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz, etc. Et puis il y a eu diverses interruptions de course avec la virtual safety car et puis la safety car à la fin du Grand Prix, qui ont quand même rebattu les cartes, qui ont puni tous les pilotes qui avait tenté un arrêt très précoce pendant le Grand Prix. Oscar Piastri en est évidemment la première victime, Charles Leclerc également, George Russell et Carlos Sainz aussi, et qui ont permis à ceux qui partaient un petit peu plus loin, notamment avec la gomme hard, de revenir dans le match. On pense évidemment à Lewis Hamilton dans ce cadre-là.
Maintenant, même si en qualif et en course, il y a eu des éléments extérieurs qui ont participé à certains rebondissements et certains bouleversements de hiérarchie, il me semble quand même que ce Grand Prix a été très très significatif et très intéressant à observer parce que on est quand même sur un circuit à forte abrasivité avec de surcroît une gomme qui était très tendre. On a pris les C4, C5, C6. C'est grosso modo ce qui se fait de plus tendre chez Pirelli en ce moment. On était quand même sur une piste très chaude. Et on a pu voir les écuries et les voitures surtout qui fonctionnaient bien dans ces conditions. Et on pourra dire ce qu'on voudra, même si McLaren conserve un avantage naturel sur l'exercice de la gestion pneumatique, eh bien la Red Bull, en tout cas la Red Bull aux mains de Max Verstappen, n'est pas du tout en reste là-dessus. Max avait réussi à faire entre guillemets l'exploit au Grand Prix du Japon à l'issue d'une course où justement la gamme de pneus Pirelli était inverse, c'est-à-dire qu'on avait les gammes les plus dures, C1, C2, C3, et là il a réussi à réitérer cet exploit, cette fois avec la gamme la plus tendre, C4, C5, C6, et c'est ça qui me paraît vraiment, vraiment intéressant, surtout au cours d'un week-end où la RB21 avait très mal débuté, où Max se plaignait beaucoup de ces fameuses évolutions de ponton, il ne sentait pas du tout la monoplace, il y a eu un travail acharné entre vendredi et dimanche pour rendre la voiture conduisible non seulement pour la qualification mais également pour la course, et on a abouti en course à une maestria de Verstappen, mais aussi permise par une voiture qui a quand même bien sauvegardé ses pneumatiques, alors que dans d'autres rendez-vous, comme par exemple au Grand Prix de Bahreïn, où il a fait aussi extrêmement chaud sur une piste abrasive, Max n'avait pas pu tenir justement cette gomme. Et on peut penser effectivement aussi au Grand Prix de Miami il y a 2 semaines. Donc au-delà de l'énième exploit de Max qu'il a réussi à opérer ce week-end, que ce soit en qualif ou en course, je pense que l'enseignement le plus fort qu'il faut marteler aujourd'hui, c'est que la RB21, tout du moins aux mains de Max, encore une fois, n'est pas si mauvaise. J'avais tendance à mépriser un petit peu ce que disait Lando Norris en début de saison quand il nous expliquait que la McLaren, la MCL39 n'était pas si dominatrice que ça parce que la RB21 n'était pas loin. J'avais tendance à diminuer ça et plus le temps passe, plus je commence à me dire bah oui, il a peut-être raison, il a peut-être raison. Cette RB21 aux mains de Max Verstappen peut produire de très très belles choses. Et quand on voit qu'après 7 courses, Max Verstappen n'est qu'à 21 points de la voiture qui est censée être la plus dominatrice du plateau, à savoir la MCL39, 21 points seulement derrière le leader du championnat qui est Oscar Piastri et moins de 10 derrière Lando Norris qui est deuxième. Surtout quand on est face à un Max Verstappen des grands jours qui arrive à se qualifier P2 en qualification, qui joue la pole jusqu'au bout. La dernière réaccélération de Rivazza 2 était un petit peu compliquée, c'est pour ça qu'il perd la pole face à un immense Oscar Piastri qui quand même réussit à glaner cette pole position. Mais c'est surtout le départ du lendemain qui est absolument prodigieux. En fait, ça me rappelle la marque des plus grands, tout simplement, ce genre de départ. Quand vous regardez les grands départs de Fernando Alonso à la grande époque, et même certains départs assez récents du pilote espagnol, je pense au départ de Zandvoort 2021 avec Alpine, je pense au départ du Qatar 2021 avec cette même Alpine. C'est cette capacité pour moi à transformer la défense en attaque. Et c'est exactement ce qu'a fait Max Verstappen. Parce que quand on regarde son départ initial, le départ du Néerlandais n'est pas très bon. Il se fait même devancer pendant un bref instant par George Russell qui est à l'intérieur. Et finalement, il finit au prix d'un freinage exceptionnel à l'extérieur du virage 1, à l'extérieur de Tamburello, à fausser compagnie à Oscar Piastri qui, il me semble, de l'autre côté, s'est fait tout simplement surprendre et a freiné très tôt. Quand on regarde la caméra embarquée, et surtout quand on regarde la caméra embarquée de George Russell, on constate qu'Oscar Piastri freine très tôt et que le premier surpris, eh bien c'est George Russell juste derrière qui se demande ce qui se passe. Et puis derrière, la gestion pneumatique de Max est tout simplement sublime. On tente l'undercut chez Oscar Piastri très tôt dans le Grand Prix en pensant naïvement que Red Bull va y réagir. Et en fait, on se rend compte derrière que Max, justement, il en avait encore sous la pédale. Il a produit des tours d'une métronomie absolument incroyable, ce qui faisait que, on va dire, une bonne dizaine de tours plus tard, lorsqu'Oscar Piastri avait enfin un petit peu de clean air pour remonter sur ses adversaires, eh bien, on constatait qu'il n'était que 1 à 2 dixièmes plus vite par tour que Verstappen. Donc franchement c'est juste prodigieux de la part du Néerlandais. Et ensuite la virtual safety car et la safety car ont fait le reste du travail pour Piastri malheureusement, et c'est ça qui lui coûte la P2 au profit de Lando Norris.
Lando Norris qui aurait pu aussi prétendre à la victoire, mais s'il ne prétend pas à la victoire, c'est encore une fois parce que son dernier tour de Q3 est absolument immonde, tout simplement, et partir P4 en 2025 en Formule 1, quand on sait que la track position le samedi est extrêmement importante, ça hypothèque toute chance de victoire derrière. Donc voilà, Max Verstappen remporte sa 65e victoire en carrière et j'ai presque envie de dire les doigts dans le nez parce que je trouve que sa gestion à Imola était encore plus aisée qu'elle ne l'était il y a un petit peu plus d'un mois au Grand Prix du Japon à Suzuka. Pour moi, Max Verstappen n'a pas résisté au McLaren. Il a pris le commandement dès le départ et ensuite il a géré. Il suffit de voir avec quelle relative facilité il arrivait tout doucement à fausser compagnie à Oscar Piastri lors du premier relais en médium. Et donc le voilà à un petit peu moins d'une victoire d'Oscar Piastri au championnat du monde pilote. Ce que fait Max Verstappen en réalité depuis le début de la saison est extrêmement important et magnifiquement bien fait. Il temporise en fait. Il temporise avec une RB21 qui n'est pas tout à fait en odeur de sainteté, qui n'est pas tout à fait au niveau de la MCL38. Il temporise jusqu'à ce que les évolutions apportées à cette voiture fassent effet. Elles ont déjà commencé à faire effet au Grand Prix d'Émilie-Romagne et Max Verstappen ce dimanche s'en est dit assez satisfait. Et il temporise également en vue évidemment de ce qui va se passer au Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Je rappelle que la directive TD019 va impliquer un contrôle beaucoup plus strict sur la flexibilité des ailerons et que ça, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait vraiment impacter la MCL39 qui a beaucoup joué sur cette directive-là depuis quelques mois, pour ne pas dire un petit peu plus d'un an. Donc si la MCL39, la McLaren, lâche un petit peu de performance, eh bien Max Verstappen sera bien content à ce moment-là de n'être qu'à une vingtaine de points de son principal rival qui, à mon humble avis, sera dans ce cas-là Oscar Piastri et pas Lando Norris. Mais ça, à mon avis, McLaren ne veut pas en entendre parler, non seulement parce que ma théorie est peut-être fausse, peut-être que Lando Norris finalement sera le bon cheval pour le championnat pilote, mais aussi et surtout parce que les papayes comptent toujours sur leur mode de fonctionnement actuel au niveau du management des pilotes, c'est-à-dire une absence de consigne d'écurie, et on l'a encore vu à Imola après le dernier restart, où on n'a pas souhaité intimer l'ordre à Oscar Piastri de laisser passer Lando Norris avec des gommes plus fraîches pour potentiellement gagner le Grand Prix, ou en tout cas mettre la pression sur Verstappen. Et inversement, on n'a pas exigé des pilotes un statu quo en laissant Oscar Piastri, qui est leader au championnat du monde, devancer Lando Norris pour le bien de son leadership. Et partant de ce constat, évidemment, les Papaya Rules restent les meilleurs alliés à Max Verstappen dans le cadre de son championnat pilote. Maintenant, si on déroule le classement derrière le podium, comment évidemment ne pas parler du quatrième homme de ce Grand Prix, à savoir Lewis Hamilton, qui signe officiellement son meilleur résultat pour la Scuderia Ferrari le dimanche. Il faut dire que la course de Lewis Hamilton d'un point de vue symbolique était extrêmement positive. C'était, je pense, important de signer un bon résultat, galvanisant devant les tifosi, devant le public italien, pour sa première sortie en Grand Prix devant ses tifosi. Je pense que c'était extrêmement important de remettre les pendules à l'heure. On a vu un Lewis Hamilton devant les médias dimanche soir, extatique, il le disait lui-même. Un Lewis Hamilton très satisfait, qui se sentait un petit peu plus en symbiose avec sa monoplace, ce qui est quand même extrêmement positif. Un Lewis Hamilton qui se disait très heureux d'être enfin le chasseur avec cette voiture et non plus le chassé, ce qui est effectivement positif aussi. Malgré tout, quand je l'ai vu sourire autant devant les médias, j'ai eu deux réactions assez cyniques, je dois avouer. J'ai trouvé que déjà c'était au-delà de sa joie qui était tout à fait naturelle et tout à fait sincère, je trouvais que c'était un excellent communicant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué la Scuderia Ferrari depuis le début de la saison et particulièrement depuis Miami, et puis évidemment l'élimination, la double élimination en Q2 n'avait strictement rien arrangé, mais j'ai trouvé que les déclarations d'Hamilton après la course faisait montre d'une vraie aptitude à travailler les relations publiques pour essayer d'éteindre un petit peu l'incendie et les bad buzz qui pouvaient entourer la Scuderia. Et puis ma deuxième réaction face au sourire de Lewis Hamilton à l'arrivée de ce Grand Prix était peut-être encore un peu plus cynique, parce que je trouve que ce sourire n'est pas tout à fait représentatif de ce qui se passe collectivement au sein de la Scuderia Ferrari. Pour moi, je l'ai plus pris comme un sourire de satisfaction personnelle d'une prestation de la part du septuple champion du monde qui était quand même très bonne, il faut bien dire les choses comme elles sont, mais qui collectivement cache mal une crise de performance. J'ai trouvé la réaction d'après-course de Frédéric Vasseur, pour le coup, qui avait été beaucoup critiqué
pour sa gestion des relations publiques ce week-end, mais j'ai trouvé la réaction de Frédéric Vasseur après le Grand Prix beaucoup plus juste et beaucoup plus saine, en expliquant que finalement le bon résultat de Lewis Hamilton P4 et la remontée de Charles Leclerc P6 était plus un cache-misère qu'autre chose, et qu'on ne pouvait pas compter sur la chance ni sur les circonstances de course qu'on a pu avoir à Imola avec cette virtual safety car et la safety car pour bien figurer. Il fallait vraiment augmenter le niveau de performance, et c'est peu ou prou ce qu'a dit aussi Charles Leclerc. J'ajoute que pour Lewis Hamilton, au-delà des très belles manœuvres de dépassement qu'il a pu délivrer, la patience, l'intelligence de course, notamment lors du premier relais, au-delà de ça, il faut bien rappeler qu'Hamilton était quand même du très bon côté de la barrière. Il avait opté pour un premier relais à rallonge, ce qui lui a permis de pleinement bénéficier de la virtual safety car. Il a pu s'arrêter lors de la safety car puisqu'il lui restait un train de gomme suffisamment compétitif et suffisamment dur, au contraire de Charles Leclerc, pour bien figurer à l'arrivée. Donc voilà, tant mieux, ça le remet dans une bonne prédisposition psychologique après les déboires de ces derniers Grands Prix, tant mieux. Mais pour moi, ça ne cache pas la relative catastrophe que reste la performance de la Scuderia Ferrari, et qui s'est exprimée pleinement le samedi lors de la séance de qualification, avec les circonstances atténuantes que j'expliquais au début, c'est-à-dire que la compréhension du pneu C6 était quasiment inexistante chez la plupart des pilotes et la plupart des équipes, et donc ça n'a pas aidé effectivement la Scuderia Ferrari face à d'autres écuries qui ont fait leur tentative en médium. Mais toujours est-il qu'on a toujours le même problème au sein de la Scuderia, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas le samedi, et on y arrive beaucoup mieux le dimanche. Mais dans un contexte, à savoir celui de 2025, où la track position est très importante, où les dépassements sont de plus en plus difficiles parce que les performances en course sont relativement rapprochées, et dans un contexte où il y a de plus en plus de dirty air, eh bien, on peut présupposer que le Grand Prix d'Émilie-Romagne a été marqué par la réussite pour Ferrari, quand bien même son rythme en course paraissait extrêmement convaincant. Mais sans ces circonstances de course-là, je ne vois pas comment Lewis Hamilton et Charles Leclerc auraient pu terminer devant les deux Williams, par exemple. Je pense au contraire qu'elle se serait débattue toute la course contre Alex Albon, Carlos Sainz, peut-être Isaac Hadjar, peut-être un Fernando Alonso également. Donc très sincèrement, malgré les circonstances atténuantes, je retiendrai plus la médiocre performance du samedi que la belle remontée du dimanche signée Lewis Hamilton. Et j'oublie pas Charles Leclerc qui a fait un travail monstrueux, alors que sa stratégie est allée complètement de travers, puisqu'on rappelle que c'est lui qui avait lancé la salve des premiers arrêts, qui avait undercuté la moitié du peloton pour profiter justement du bouchon de George Russell en début de course, et qui jouait carrément le podium à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Donc après, la stratégie est allée de mal en pis, c'était très compliqué pour le pilote monégasque, qui termine finalement à une modeste P6 avec une gomme dure passablement usée et une petite altercation avec Alex Albon. Mais voilà, au-delà de ça, je suis désolé, la pression, elle reste maximale aujourd'hui sur les épaules de Fred Vasseur, ce qui me permet d'embrayer un petit peu sur quelque chose que j'avais dit lors de ma dernière chronique pour le Grand Prix de Miami. Je considère, oui, effectivement, que maintenant Frédéric Vasseur est attendu au tournant, non seulement pour les prochaines évolutions, mais également pour 2026. Je rappelle que depuis Stefano Domenicali, aucun team principal chez Ferrari n'a tenu plus de 3 ans. Et pour ceux qui m'avaient répondu, légitimement d'ailleurs en commentaire, que Jean Todt, on lui avait laissé 7 ans avant de performer chez Ferrari, et que du coup il fallait laisser plus de temps à Vasseur, je suis bien d'accord avec vous. Je pense que Fred Vasseur, en termes de restructuration, en termes de recrutement, a déjà fait un travail formidable, et qu'il faut laisser aux fruits le temps de mûrir, ça c'est sûr. En revanche, la Formule 1 à l'époque de Jean Todt et la Formule 1 à l'époque d'aujourd'hui, ce sont deux sports différents, notamment en termes de gestion et de pression médiatique. Je pense que tout va plus vite. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle monstrueux dans la transmission de communication, dans la transmission de mèmes, de bad buzz, de tout ce que vous voudrez, et que cette pression médiatique a un impact réel sur la communication, sur le marketing des équipes, et que de ce fait-là, notamment chez Ferrari, où on sait que la pression de la presse transalpine est extrêmement importante, de ce fait-là, je pense qu'un team principal aujourd'hui a une espérance de vie bien moindre qu'à l'époque de Jean Todt. Donc c'est une chose de vouloir que Frédéric Vasseur reste, et moi je le souhaite, mais c'en est une autre de savoir ce que les grands actionnaires, les grands pontes côté Ferrari vont penser de cette situation. Et on l'a bien vu de toute façon au début du week-end, que la pression commence à se faire sentir pour Vasseur. Sa façon de s'adresser aux médias était passive-agressive, on va dire ça comme ça, mais il va falloir de toute façon trouver des solutions
au niveau de la performance. Je pense, pour terminer la digression, que Ferrari paye encore le départ d'Enrico Cardile, qui avait été l'un des artisans côté châssis du retour de la Scuderia en 2023 après un début de campagne très compliqué puisqu'ils avaient changé de concept philosophique. Mais on peut, je pense, commencer à incriminer tout de même Loïc Serra, son successeur, parce que même s'il est arrivé tard dans la conception de cette SF25, on sait qu'en termes de feuille de route, il a déjà eu une incidence très importante sur le développement de cette monoplace. Il y a un excellent article de f1i.com vers lequel je vous redirigerai en dessous de cette vidéo qui vous l'explique très bien. Donc cette passation de pouvoir, à mon humble avis, Ferrari la paye encore, et ce qui fait que vraisemblablement on aura encore, comme depuis 10 ou 15 ans, une saison à la cheval cabré, c'est-à-dire une demi-saison en termes de développement. Et vous qui me suivez, vous connaissez mes appétences, vous savez que ce qui m'intéresse, c'est pas tant les faits que la symbolique des faits. Et c'est terrible de voir à quel point aujourd'hui la Scuderia Ferrari est menacée en termes de rythme pur par Williams. Williams qui a recruté Carlos Sainz qui avait été éjecté par Ferrari au profit de Lewis Hamilton. Et de voir le symbole en Q2 d'un Carlos Sainz, évidemment avec les circonstances atténuantes qu'on sait, signer le meilleur temps, alors que dans le même temps, les deux Ferrari sont éliminés, c'était assez terrible. Ce qui est important de constater chez Williams, c'est qu'on avait vu de très très belles promesses en début de saison, notamment sur un tour. Mais le rythme en course ne suivait pas vraiment, même si Alex Albon marquait beaucoup de points à partir du Grand Prix d'Australie. Le rythme en long relais est un petit peu plus compliqué parce que la préservation des gommes l'était aussi. Et on a vu un réel pas en avant effectué, je pense, au Grand Prix de Miami, où sur une piste assez abrasive quand même, la FW47 a très bien réussi à maintenir son rang et à se présenter parmi les top teams, menaçant Mercedes, même la Red Bull de Max Verstappen à l'époque, et devançant les deux Ferrari. Et ben, c'est un petit peu ce qu'on a vu à Imola, c'est une vraie confirmation je trouve, parce que Imola et Miami sont quand même deux pistes très différentes, aux conditions très différentes, mais deux pistes qui sont quand même très abrasives, et on l'a vu particulièrement avec la gamme de pneus Pirelli apportés qui était très tendre. Bien, Williams a très très bien performé. Je pense que son rythme de course à l'air libre était un petit peu en deçà de celui des Ferrari, et on l'a bien vu lors des 2 tiers de la course avant la dernière safety car. Lewis Hamilton et Charles Leclerc étaient en train de remonter assez tranquillement sur Alex Albon. Mais au-delà de ça, Williams reste une vraie surprise de ce début de saison, pas seulement au regard des essais hivernaux où ils ont montré une pointe de vitesse phénoménale, mais aussi et surtout parce qu'ils arrivent à maintenir ce rang-là et à s'inscrire durablement comme étant, j'ai même pas envie de dire best of the rest, parce qu'ils arrivent à se mêler à la lutte avec les top teams de temps en temps, et on l'a encore vu à Imola. Alex Albon tire les marrons du feu quand même, parce qu'il avait opté au début du Grand Prix pour un premier relais à rallonge qui lui a permis d'être du bon côté de la barrière lorsque la virtual safety car est arrivée, et c'est évidemment Carlos Sainz qui au contraire a payé les pots cassés, alors qu'encore une fois, il était parvenu à devancer son coéquipier en qualification. En termes de vitesse pure, ça y est, Carlos Sainz pour moi il y est. Il est au niveau de son coéquipier, si ce n'est un petit peu au-dessus, en tout cas sur un tour. Mais il faut le dire, il a encore joué de malchance lors de la course. Alors côté gestion pneumatique encore, parce que c'était quand même le nerf de la guerre pour ce Grand Prix d'Imola, on constate en revanche que Mercedes et sa W16 sont retombés un petit peu dans leur travers. George Russell déclarait à l'arrivée quelque chose qui, moi, m'a fortement déplu parce que j'avoue que j'avais cru à une forme de rédemption de la part de Mercedes après un début d'ère réglementaire post-2022 très compliqué. Mais George Russell a finalement redit ce que Mercedes n'a eu de cesse que de dire depuis 3 ans, à savoir que cette voiture ne fonctionne pas quand il fait chaud et qu'il appréhende les Grands Prix de l'été parce qu'il craint que sa monoplace ne fonctionne pas dans ces conditions-là. Enfin, je pense qu'on avait vu suffisamment de contre-exemples depuis le début de la saison montrant que Mercedes pouvait performer dans des conditions chaudes. On l'avait vu très bonne en Chine, on l'avait vu très bonne à Bahreïn, on l'avait vu très bonne à Miami également. Mais là, il semble que les problèmes de gestion pneumatique qu'a rencontré George Russell tout au long du Grand Prix étaient similaires à ce que la W15, la W14 et la W13 subissaient en leur temps. Si ça se confirme en Espagne, au Canada, etc., là, ce sera un petit peu dommageable pour la qualité de ce championnat 2025 parce que avec Max Verstappen, George Russell arrivait quand même à s'intercaler entre les deux McLaren, ce qui pouvait un petit peu épicer le plat des Grands Prix qui nous sont proposés. Et si on ajoute à cette modeste 7e place de la part de Russell
l'abandon de Kimi Antonelli suite à un week-end assez laborieux de sa part, il faut bien le dire, et un problème d'accélérateur. Eh bien, autant dire que chez Mercedes, pour moi, c'est le premier Grand Prix après l'alerte du Grand Prix d'Arabie Saoudite que le niveau de performance proposé est assez inquiétant. Alors inquiétant, mais pas déprimant, au contraire de ce qu'on peut constater chez Fernando Alonso, qui, avec un cri du cœur à la radio, nous a expliqué qu'il était le pilote le plus malchanceux de l'histoire de ce sport. Ce cri du cœur, à la fois, m'a fait de la peine, on va dire, mais aussi m'a rassuré, parce que je suis content de savoir que le bougre est encore là, qu'il n'est pas seulement emprisonné dans son cynisme, mais a encore cette rage de vaincre à 44 ans. Il faut dire effectivement que Fernando Alonso n'a pas eu de chance du tout, parce qu'il a fait partie de cette poignée de pilotes qui s'est arrêtée très très tôt pendant le Grand Prix et qui a donc lâché complètement du terrain après la virtual safety car, alors même qu'en tout début de course, je le rappelle, il avait en ligne de mire quasiment le podium de George Russell. Donc c'est dire à quel point l'Aston Martin était dans le coup pendant tout le week-end. Encore une fois, je nuancerai par le fait que l'incompréhension du pneu C6 par d'autres écuries a permis à Aston Martin, qui eux avaient opté pour les médiums en Q2, de très très bien figurer. Mais il semble quand même que pour la première fois depuis, on va dire 2 ans et des brouettes, le British Racing Green ait enfin réussi à produire une évolution qui fonctionne. On rappelle que c'était un énorme package de 7 pièces différentes qui a été installé sur les 2 voitures et qui a été quand même très 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 bien intégré à la MR25. Ça a fonctionné tout de suite, les 2 pilotes ont senti la différence. Donc c'est prometteur pour la suite. Maintenant, personnellement, je demande une confirmation, notamment en qualif. Si on arrive à mettre une voiture en Q3 assez régulièrement, là, ce sera un vrai pas pris dans la bonne direction. Dernier accessite que je voulais mettre en avant, c'était notre Français Isaac Hadjar, dont j'ai trouvé la course particulièrement convaincante, encore d'ailleurs. On note que lors des Grands Prix où il y a beaucoup de bouleversements stratégiques, des coupures via des safety cars ou des virtual safety cars, rares sont les pilotes qui arrivent à maintenir leur rang. Eh bien, Isaac Hadjar l'a fait. Il est resté en 9e position. Il a maintenu cette 9e position pour la ramener à l'arrivée. Et il pouvait même espérer plus. Il a fait partie des chanceux, mais pas que, vous allez voir pourquoi, à avoir bénéficié de la première Virtual Safety Car puisqu'il avait opté pour un premier relais à rallonge. La différence avec ses adversaires directs, ou qui étaient juste derrière ou juste devant lui, c'est que lui l'a fait avec des pneus médiums. Et ça, c'est quand même quelque chose à signifier quand les Antonelli, les Hamilton étaient parvenus à allonger leur premier relais avec des pneus durs, ce qui était relativement plus aisé. Et bien Isaac Hadjar, en dépit du niveau de performance moyen de sa V-Carb 02, lui a réussi à le faire avec des pneus médiums et donc c'est de facto mis dans une très très bonne position. Donc encore une fois, une excellente gestion pneumatique de la part du Français. Alors un temps la P5 était envisageable, mais on a vu que derrière Lewis Hamilton était beaucoup trop rapide, que Charles Leclerc allait le déposer aussi, donc ça aurait pu être une P7. Et puis la dernière safety car a encore rebattu les cartes. Chez Isaac, on a choisi de s'arrêter une dernière fois pour avoir une gomme plus fraîche et pouvoir remonter à la fin. Le problème, c'est que le Français s'est retrouvé dans un train de DRS derrière George Russell et Carlos Sainz et qui n'a pu porter aucune attaque. Mais malgré tout, ce sont 2 points d'inscrits et surtout, et c'est ça le plus important pour Hadjar, il continue de dominer pleinement son coéquipier Liam Lawson qui n'a toujours pas scoré depuis le début de la saison. Donc c'est extrêmement important pour le moral, pour l'odeur de sainteté au sein de l'équipe et pour ses ambitions tout simplement. Voilà, j'espère que ces petits commentaires vous auront plu. On n'est évidemment pas sur les comparaisons, les métaphores et la fantaisie habituelle. Et voilà, je tenais quand même à vous fournir mes ressentis sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne que j'ai trouvé particulièrement intéressant, que ce soit en qualif et en course. Ce qui me fait dire d'ailleurs que si on devait perdre cette piste, j'en serais très triste parce que je trouve que c'est un spectacle télévisuel magnifique. Je trouve que déjà la piste en plein soleil rend les monoplaces absolument superbes. Je trouve que les prises de vue, les angles de caméra rendent le show vraiment spectaculaire. Et puis, encore une fois, on a eu un Grand Prix avec de la stratégie, des incertitudes, des dépassements et des passes d'armes à des endroits qui n'étaient pas forcément prévus au programme. Je pense par exemple à la superbe manœuvre de Lando Norris sur George Russell en début de course sur la chicane Villeneuve, à l'extérieur de la chicane Villeneuve.
Voilà, donc encore une fois, potentiellement un circuit qui subira les affres de la Formula One Management, de cette économie en expansion, en inflation constante. Espérons au moins qu'on le conservera en alternance, même si qui dit alternance dit précarisation du berceau européen, mais bon, ce sera déjà ça. En tout cas, pour ma part, je repars à mes vacances. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me rétribuer d'un petit like, d'un partage, d'un abonnement, d'une clochette. Et à bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao!